Albert Jose et je vais vous faire une communication sur le curé Lafosse, Jean Lafosse. Et au préalable, donc je dirais que c'est une recherche que j'ai faite sur ce personnage et qui n'est pas une recherche exhaustive. Alors, qui est ce personnage? Qui est ce curé? C'était le curé de Saint-Louis, Jean Lafosse, et d'après l'expression d'Yves Perrotin, c'est bien une curieuse figure. Alors, il y a plusieurs aspects chez le personnage. Il semble historiquement bien connu. Il est né à Paris le 2 octobre 1745. Il est le fils de Pierre, maître d'horreur, et de Mathilde Henry, son épouse. Il est baptisé le 3 octobre en la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs. Et à l'âge de 85 ans, il meurt à l'île Bourbon le 12 octobre 1820. C'est un missionnaire lazariste. Il est arrivé dans la colonie vraisemblablement vers 1775. Il n'a pas défrayé la chronique sous l'Ancien Régime, mais sous la Révolution, il révèle à la fois la vigueur de son tempérament, c'est un polémiste, et on voit la popularité dont il jouit. C'est un révolutionnaire ardent, sans culotte, un moment maire de sa commune, beau parleur, que la place publique attirait. Alors évidemment, à cette époque, les Mascareignes restent hostiles à l'émancipation générale des esclaves. Les habitants redoutent un soulèvement servile. Et dans ce contexte, Lafosse passe rapidement pour un dangereux abolitionniste. Alors le point de départ, c'est janvier 1791. En janvier 1791, il prend fait et cause pour un noir de la cure de Saint-Louis, amant, qui a été brutalisé par la garde parce qu'il refusait de céder sa place à un blanc pendant l'office dominical. On lui reproche d'avoir failli déclencher une émeute. Il écrit que tout homme étant essentiellement libre, on ne peut vendre les Noirs pour payer les dettes de la colonie, et en disant cela, il provoque une agitation à Saint-Louis. Sa forte personnalité soulève des discussions, sa paroisse est la seule à connaître des troubles en 1791. On lui reproche son caractère véhément, insubordonné. On lui reproche d'entretenir un climat de désordre. En 1798, il est l'un des meneurs du mouvement insurrectionnel qui dresse contre le pouvoir dionysien une grande partie des habitants du Sud. Il est armé de 2 pistolets à la ceinture, il est furieux, il écume de rage, il électrise par ses propos les citoyens de sa section. Il en arrive même à oublier les devoirs de son sacerdoce. Ce mouvement insurrectionnel tourne court, l'Assemblée coloniale statue sur le sort des accusés et en l'an 6, donc en 1798, les 14 séditieux, dont le curé Lafosse, sont renvoyés de la colonie. Ils doivent partir pour l'Inde. Mais en fait, pendant le trajet, les déportés réussissent à se faire débarquer sur l'île de la Digue, donc aux Seychelles. Par la suite, ils reviennent tous directement à La Réunion, sauf Lafosse, qui serait passé en France avant de retourner dans l'île, où on le retrouve à nouveau curé de Saint-Louis en l'an 12. Alors de nos jours, Lafosse est devenu une sorte de figure symbolique. Sa tombe, au cimetière du Gol, fait l'objet d'un culte. Il est surnommé le prêtre des pauvres. Il semble incarner le militant abolitionniste. Donc entre ce qui est le personnage historique et la figure emblématique. Lafosse mérite d'être mieux connu. La perception que l'on peut en avoir vaut d'être affinée. C'est ce que, en recourant uniquement à des sources d'archives, pour l'essentiel issues des minutes notariales, c'est ce que cette communication veut essayer de faire. Alors, l'Assemblée coloniale avait prévu, dans sa décision d'expulsion, qu'il sera accordé aux expulsés, pour l'arrangement de leurs affaires et pour leurs besoins, toutes les facilités qui pourront se concilier avec la sûreté générale. Le curé Lafosse n'attend pas cette disposition somme toute conciliante. Le 4 Préal en 6, donc le 23 mai 98, il est détenu en la prison de la maison commune de Saint-Denis. Il appelle Dureau, un notaire public, accompagné de son collègue Demar,
afin de rédiger un acte authentique en double minute. Donc je reprends très brièvement la citation issue de cet acte officiel. Étant entre deux guichets comme lieu de liberté, en présence d'une garde armée, donc il signe une ample procuration générale à un homme de confiance qui s'appelle Charles Augustin Aymonais. Il lui donne, par cet acte rédigé en bonne et due forme, pouvoir de régir, gouverner, administrer tous ses biens et affaires, présents et à venir, de recouvrer les sommes dues. Son homme de confiance régira ses habitations, en gouvernera et dirigera les travaux et ateliers, y établira les hommes de peine et économes. Aymonais lui fera parvenir à Tranquebar en Inde et dans la suite partout ailleurs où il fera sa résidence, les revenus issus de ses habitations et toute somme et denrée que le constitué pourra avoir en sa possession. Il fera l'envoi de ces revenus et autres objets disponibles, soit en denrées coloniales, soit en piastres effectives, suivant les conditions particulières qu'il lui donnera. En contrepartie, la force accorde à Aymonais le quart des revenus nets provenant de ses habitations pour raison de ses peines et bons soins. Il lui sera possible de vendre ses bestiaux, animaux, effets mobiliers qui peuvent dépérir, de vendre son emplacement qu'il possède à Saint-Denis. Il pourra aussi recueillir toute succession qui pourrait lui échoir et acter à sa place en justice. Alors, que montre cet acte qui est rédigé alors qu'il attend d'être déporté vers l'Inde? Eh bien, à notre connaissance, au moment où il va entrer en exil, il ne cherche pas à communiquer de messages à la population. Il ne se lance pas dans une espèce de diatribe pour dénoncer le système esclavagiste. Il n'y a pas de sa part d'anathème ou d'imprécation. On peut sans doute dire que toute adresse à l'Assemblée coloniale aurait été vaine. Lui, un des meneurs de cette révolte du Sud, ne fait pas de testament politique qui aurait pu peut-être prendre la forme d'une déclaration entre les mains de notaires. Sans doute de manière légitime, il réagit purement et simplement comme un possédant qui veut préserver la pérennité de ses biens et intérêts. Alors de fait, immédiatement après la révolte, ses propriétés avaient été mises sous séquestre. Le juge de paix de Saint-Louis en avait fait la description sommaire en mai 1798. Il possède des biens en la maison presbytérale de Saint-Louis. Il a, d'après son dernier recensement, 44 esclaves, 37 bêtes, 52 barriques de café en coque, 8 moulins à coton et à pédales. Au ruisseau, dans les Hauts de Saint-Louis, il a une habitation qu'il délaisse, une maison où il vient de temps en temps se promener. Il y entretient peu de choses, les cases et bâtiments appartiennent aux Noirs. De même, à l'étang Salé, sur son habitation et son emplacement, seulement quelques mauvaises cases servant aux gardiens. Autant néglige-t-il une partie de ses ressources, sans doute trop éloignées, autant se distingue-t-il, outre son sacerdoce, son activité militante, par un réel investissement en tant que propriétaire foncier. Il ne se distingue en cela en aucune manière du reste des habitants. Il est possesseur d'esclaves. En l'espèce, il n'est pas le seul ecclésiastique, dans ce cas, au sein de la colonie. L'Assemblée coloniale, dans sa séance du 30 Messidor en 6, 18 juillet 1798, prend un arrêté qui lève le séquestre, motivé par un autre arrêté qui fait supporter à la colonie les frais de l'insurrection ainsi que ceux de l'embarquement de la fosse. Aussi, Aymonais peut-il donc se mettre en possession de tous les biens de la fosse. Donc il s'installe à l'île Praslin, aux Seychelles. Et installé aux Seychelles, la fosse continue à suivre attentivement ses affaires de la Réunion. Son commettant, suivant les termes de la procuration, vend son emplacement de Saint-Denis, ses récoltes de café, sa maison de l'étang Salé, des barriques d'arac. Il effectue les dépenses nécessaires aux habitations, toiles bleues, mouchoirs,
pour l'habillement des esclaves, poids du cap, maïs pour la nourriture, paiement de la sage-femme pour les couches des femmes, achat de pipes pour les noirs, traitement pour les esclaves malades, etc. Il achète des volailles, du blé, des poids du cap, il règle les impositions. Et puis aussi, il adresse, depuis la Réunion à la fosse, diverses fournitures et provisions, donc de la Réunion aux Seychelles, des marmites, des clous, des choses, des herminettes, tenailles, du bœuf, de la farine, des paires de souliers, du biscuit, etc. Certains de ces objets ne lui parviennent pas toujours à défaut de vaisseaux pour les Seychelles. Il lui expédie même 20 balles de café, sans doute pour que la fosse en fasse le commerce sur place. Il envisage aussi de lui envoyer un de ses esclaves, Zamor, mais ce dernier n'a pas pu s'embarquer. Une fois qu'Émonin a rendu son compte, la fosse nomme à sa place, par acte dressé à Mahé en fin de l'an 8. Donc il va nommer un autre habitant de Saint-Louis, Charles Routier de Romainville, pour gérer ses biens. À cette occasion, des arbitres sont nommés à l'effet de statuer sur les différends qui s'élèvent entre les deux fondés de pouvoir. Du consentement de ces derniers, ils règlent définitivement entre eux les prétentions d'Émonin sur les dépenses et acquisitions qu'il a faites, ainsi que sur les indemnités qu'il réclame. Après débat, il résulte que la fosse doit à Émonin la quantité de 1819 livres de café pour solde de compte. La vérification des biens opérée lors de la passation entre Émonin et Romainville montre des cultures de café, la présence de grains nourriciers, maïs, haricots, blé, riz, pois du cap, de coton brut, de coton net. On trouve un vieux sac de Vacquois qui contient des ornements d'église usés et bons à rien. Les esclaves sont appelés, ils sont sommés de venir pour répondre à l'appel, afin de connaître leur nombre réel. On dénombre 45 esclaves. Il a un troupeau de bœufs, de cabris, un poulailler, un pigeonnier très bien garni, des cochons. Émonin avait récolté du riz, vendu des barriques de café. La récolte de maïs est peu prometteuse à cause des chenilles. On fonde des espoirs sur la récolte de haricots. On a planté du blé sur l'habitation de l'étang salé. Dans tout cela, le curé Lafosse n'apparaît pas autrement que les autres possédants. Son état d'ecclésiastique ne le détache nullement des préoccupations de gestion, de rentabilité de ses propriétés. Une autre pièce édifiante est son inventaire après décès, dressé le 7 novembre 1820. Jean Lafosse a rédigé à Saint-Louis, le 20 novembre 1818, un testament holographe qui a été déposé ensuite chez un notaire, et il a nommé Alexandre Jean-Fidèle Constant Lucas comme exécuteur testamentaire. L'inventaire destiné à la conservation de droits de qui il appartiendra concerne uniquement les biens meubles et les effets dépendant de la succession du défunt. Ces effets ont été trouvés au presbytère de Saint-Louis et sur l'habitation située au quartier Saint-Louis, entre la rivière Saint-Étienne et le ruisseau, habitation distante du presbytère d'à peu près 5 km. Une lieue, ça fait à peu près 5 km. L'énumération de ces biens comprend notamment les rubriques animaux, esclaves, titres et papiers. Cette dernière relate notamment de manière laconique 9 titres cléricaux constatant l'état du dit défunt curé Lafosse. Elle mentionne l'acquisition faite par Lafosse à la famille Le Breton en 1783 d'un terrain de 10 golettes de large, donc ce qui fait à peu près 49 mètres, conservant la même longueur depuis la bonne terre en bas jusqu'au sommet. Il a acheté pour 8000 livres, payable en plusieurs termes. Sans doute s'agit-il de ce terrain de Saint-Louis, entre la rivière Saint-Étienne et le ruisseau. Nous n'avons pas d'informations sur les autres terrains. Alors, ce qui est intéressant, c'est de connaître la valeur totale de ces biens, l'inventaire après décès. Donc, j'en ai fait le calcul, et la valeur totale de ces biens s'établit à précisément 62 903 livres. Cela signale une succession qui est aisée. Alors cette succession a quand même des dettes. Alors on disait des dettes passives. Il devait
régler l'officier de santé qu'il avait soigné, il devait régler des médicaments, mais la succession a aussi des dettes actives, on doit à la succession. Donc les dettes passives, c'est 766 livres, et les dettes actives, 7029 livres. Alors, d'où ça vient ces dettes actives? Eh bien, 2 jours avant sa mort, la Fosse avait chargé Lucas de vendre 33 balles de café, ce qui était fait, donc on doit ceci à sa succession. Donc, je passe le détail, hein, il pratique de l'élevage, il possède en espèces métalliques des roupies, des piastres, des pièces de France, des pagodes, des demi-roupies, pour un total d'à peu près 6 000 livres, ce qui représente l'équivalent de 9,5% du total de ses biens. Il possède 11 couverts d'argent qui pèsent 60 piastres d'Espagne, au total 660 livres. Il a une montre en or qui vaut 150 livres. Il a 3 soutanes, 19 pantalons. Dans le caveau, on trouve 225 bouteilles vides, 40 bouteilles pleines de vin. Dans la chambre à coucher, des pots de chambre, un urinoir, une boîte à savonnette avec un pinceau. On mentionne dans la chambre 2 vieilles malles, un vieux coffre, 4 mains de papier commun, 222 volumes de livres, évidemment, qui sont relatifs au culte. Bon, je passe sur les détails. Bon, assiettes, plats, etc. Un palanquin. Donc là, l'inventaire permet de faire une espèce d'énumération à l'après-vert et d'avoir un petit peu la perception de son cadre de vie habituel. Alors, c'est surtout la rubrique. C'est surtout la rubrique de la main-d'œuvre servile qui représente, et de loin, la valeur la plus importante de son patrimoine. Il possède, à son décès, 75 esclaves, pour une valeur totale de 54 150 livres, et cette valeur totale représente 86% de la valeur de ses biens, de son patrimoine. Et donc là aussi, à l'échelle de Bourbon, il se classe parmi les notables possédants. Il a 2 commandeurs, des noirs de pioche, parmi les hommes un invalide, parmi les femmes une asthmatique, une aveugle. La proportion d'esclaves créoles est hégémonique, 31 sur 37 chez le sexe masculin, 37 sur 38 chez le sexe féminin. En dehors, il y a une indienne, 3 indiens, 3 cafres. La part de l'un et de l'autre sexe de plus de 50 ans est très réduite, seulement 7. La tranche des 15-49 ans chez les hommes et les femmes est respectivement, j'arrondis les chiffres, d'à peu près 38% et 41,5%. Les esclaves jeunes sont de part et d'autre dominants, 54 et un peu plus de 47% chez les 14 ans et moins. Et parmi les 37 esclaves de cette classe, le nombre des moins de 7 ans est remarquable, il s'établit à 21. L'esclave le plus prisé est le nommé Jean-Pierre, créole, 36 ans, commandeur, estimé à 1500 livres. Alors, si vous voulez, il y a plus de 20 ans qui se sont écoulés entre son exil et son décès. Dans cet intervalle de temps, la Fosse est revenu dans la colonie, il a repris son sacerdoce et il n'a pas délaissé ses occupations d'exploitant agricole. Ce qui fait qu'il se situe dans la strate des possédants aisés. Alors, je n'ai pas fait de recherche exhaustive, mais entre le XVIIIe et le XIXe siècle, entre l'effervescence révolutionnaire et la Restauration, ce personnage semble bien s'installer dans le cadre conventionnel de la société coloniale, figure curieuse, disait-on, mais aussi, peut-on dire, figure ordinaire, voire banale de l'époque, au regard des documents tangibles dont nous disposons. Dira-t-on qu'il aurait été échaudé de l'expérience qu'il avait connue sous la Révolution? N'aurait-il pas continué sa lutte? Est-ce que l'on pourrait dire qu'il aurait été particulièrement bienveillant envers ses esclaves? Nous n'avons pas les moyens de le savoir. Il est vrai que dans l'énumération de ses esclaves, aucun n'est signalé comme marron. Alors, en dehors de ça, on trouve quand même
au sein des archives des documents qui sont aussi intéressants. Je vais en citer 3. Il y en a un qui date de 1795 et qui parle de l'affranchissement de 3 de ses esclaves. Ces 3 esclaves se nomment Agathe, Cécile, Antoinette, Antoinette étant la fille de Cécile. Elles sont donc Agathe, Cécile, Antoinette, qui sont âgées respectivement de 50, 18 et 1 an. Et donc, ils se présentent chez le notaire, ils déclarent vouloir affranchir ces 3 personnes dans le but qu'elles s'occupent de leur aïeul Pierrot, un vieillard de 88 ans. La Fosse veut rendre hommage au bon service et à l'attachement que lui a constamment témoigné Pierrot. Il veut procurer à celui-ci l'ultime consolation de voir ses descendants jouir du don précieux de la liberté. Alors, selon la législation de l'époque, l'affranchissement devait être assorti de moyens de subsistance. Il leur propose 2 solutions, à elles de choisir. Soit les futurs affranchis acceptent de rester avec lui, il s'engage alors sa vie durant à les prendre totalement à sa charge. Il leur donne en même temps les moyens de devenir autonomes en leur fournissant bêtes, gages annuels en argent, terrain c'est emplacement. Deuxième solution, soit elle décide de se séparer de lui. Dans ce cas, il leur remet 10 000 livres en argent ou en nature. Il leur donne toujours le terrain, qui leur reste acquis quoi qu'il en soit. Alors, entre-temps, Pierrot, qui était âgé de 88 ans, meurt. La mort de Pierrot ne change rien quant à ses intentions. Ces 3 personnes se trouvent en compagnie de la Fosse chez le notaire. On leur demande de s'expliquer en toute confiance, de faire leur choix. Et elles disent qu'elles n'envisagent pas d'autre solution que de rester auprès de lui. Je fais la citation. Elles veulent le soigner dans ses infirmités. Elles sont habituées à vivre sobrement. Elles souhaitent obtenir un emplacement proche de l'un de ces établissements afin d'en tirer des subsistances et de le servir. La Fosse acquiesce en tout, promet de les héberger, de les entretenir, leur donne un terrain à l'étang salé, parce qu'il en avait proposé un autre à la rivière Saint-Étienne, mais il était jugé trop éloigné par les affranchis. Il leur fait le don précieux de la liberté, et pour effacer tout vestige de leur ancienne servitude, il leur permet même, si elles le souhaitent, de prendre son nom. Alors voilà, on n'a pas la réponse. Il énumère en outre des dispositions généreuses, se montrant soucieux de leur quiétude future, au cas où elles n'auraient pas eu le loisir ou les moyens de construire une case, un poulailler, une cuisine, et qu'alors elles se trouveraient fort embarrassées. En l'absence de toute autre décision de sa part, sa succession doit pourvoir pendant 1 an à leur logement, subsistance, habillement et entretien. Après son décès, en témoignage des services assurés et de leur fidélité, sa succession doit aussi fournir à chacune 5 000 livres, soit en argent, soit en terre ou en noir. De plus, il veut qu'il leur soit payé par tête une somme de 500 livres. Donc il veut que le versement de ces sommes ne soit atteint à aucune mesure de contrôle, que cela se fasse dans la confiance et de manière informelle, au cas où elle ne resterait pas en sa compagnie jusqu'à sa mort. Il se restreint à leur donner une pension de 300 livres par an. Il se réserve expressément sa participation aux frais d'établissement du terrain qu'il a donné. Alors, La Fosse se constitue lui-même tuteur de la plus jeune, Antoinette, qui est donc la fille de Cécile, et il donne à cette dernière, qui elle-même est encore mineure, un tuteur en la personne de Pierre, qui n'est autre que son propre père. Donc ce n'est qu'à cette occasion que l'on mentionne le personnage de Pierre. Et ce personnage Pierre, il est mentionné par La Fosse comme étant un bon et fidèle serviteur, mais le curé déclare qu'il n'a pas les moyens de l'affranchir en même temps que les autres. Il se déclare, je reprends son expression, effrayé des moyens de subsistance qu'il aurait fallu, d'après la loi, lui assurer à sa femme et à ses nombreux enfants. Cela aurait mis, dit-il, sa subsistance à la disposition de ses affranchis. Alors, qu'est-ce que l'on voit?
qu'est-ce que l'on voit au travers de cet acte d'émancipation? Eh bien, La Fosse fait preuve d'une très grande sollicitude envers cette famille d'esclaves. Sa démarche est personnelle et volontariste. C'est à lui, en tant que maître, que revient l'initiative. Et il a aussi le souci d'écouter les affranchis. C'est un texte important par lequel le comparant décide de la destinée de quelques individus en les sortant de leur état de servitude. Il est loin d'être le seul à pratiquer les affranchissements et à pourvoir ses ex-esclaves de moyens de subsistance. L'acte qu'il accomplit s'inscrit pleinement dans le cadre de la société coloniale, n'est en rien attentatoire à l'ordre établi. Claude Wanké, dans son étude sur la Révolution à La Réunion, écrit que si la philanthropie et la prudence exigent que l'on se préoccupe de l'humanisation de cette condition, l'intérêt bien compris des maîtres et le réalisme se conjuguent si bien avec l'idéalisme sincère qu'ils finissent par se confondre. Dirait-on que dans le cas de La Fosse, le seul frein à la libération complète de ces esclaves ait été le manque de moyens pour subvenir à leurs besoins, mais on voit en même temps qu'il continue à s'affairer à ces habitations. Alors, un deuxième acte qui ne vient pas des archives départementales de La Réunion, mais que je retrouvais au Centre des archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, qui date de 1806, et c'est une donation de Jean Lafosse, donc toujours curé à Saint-Louis, à Cécile, en 1806. Et là, on voit que Lafosse n'oublie pas ses engagements. 10 ans après l'affranchissement, il convie le notaire Pierre-Léonard Bardinon à la cure de Saint-Louis, en compagnie de 2 témoins majeurs. Dit-il, diverses circonstances ne lui avaient pas permis de remplir son engagement, de pourvoir aux moyens de subsistance envers la nommée Cécile, qui est alors âgée de 28 ans. Aussi, il lui cède, dès cette date, du 8 octobre 1806, et a toujours la propriété pleine et entière de 3 portions de terrain d'habitation situées en la paroisse de Saint-Louis, entre la rivière Saint-Étienne et le ruisseau. Les terrains sont dûment identifiés. Ils lui ont coûté 140 piastres, soit 1400 livres. Alors j'ai reconstitué les mesures, les mesures sont données en golette, les mesures de 2 d'entre eux, d'après ce qui était possible. Et un terrain fait 1,25 hectares et l'autre terrain 0,63 hectares. Et puis, pas mal de temps après son décès, on trouve une transaction qui a été faite entre d'autres affranchis de La Fosse et le propriétaire Gabriel Lequat de Kervegen. Cette transaction date du 21 mai 1836. Alors donc le testament de La Fosse ne nous est pas parvenu. Il est repris en substance dans cette transaction et on apprend que donc La Fosse a disposé d'une partie de ses biens en faveur de quelques-unes de ses affranchis, les nommées Antoinette, Marie-Louise, Élisabeth et Généreuse. Il y a eu des contestations entre elle et l'exécuteur testamentaire, ce qui donne lieu à un jugement qui fixe de manière définitive les droits respectifs entre les affranchis et les héritiers de La Fosse demeurant en France. Donc ces droits respectifs, pour les affranchis, s'établissent à 12/25e et pour ces héritiers qui se trouvent en France à 13/25e. Cela concerne tous ces biens meubles et immeubles. Alors il y a eu quand même des inconvénients au moment du partage. Pourquoi? Donc on est en 1836. Inconvénients liés aux esclaves qui se trouvaient sur les propriétés, et ces esclaves étaient en majeure partie les propres enfants ou petits-enfants des affranchis. Donc on règle le problème. Lequat de Kervegen achète la portion des héritiers La Fosse, il leur propose un partage amiable. L'embarras du choix entre les esclaves avait fait rejeter d'abord les offres. Les choses ont traîné, sont allées au tribunal, les frais de justice avaient dévoré plus d'un quart de la valeur de la succession, et finalement, donc, on arrive à une entente sur le paiement des contributions.
le partage, la division des esclaves, le partage des terrains. Les affranchis recueillent 14 esclaves, en majorité leurs enfants, et le Code de Kervegen 15. L'habitation de la rivière est découpée dans le sens de la hauteur, à partir de la base du mesurage de Petit-la-Rosière. Les 400 premières gaulettes reviennent à le Code de Kervegen, les 400 suivantes aux affranchis, comprenant les cases, maisons et dépendances de l'établissement, les 250 gaulettes au-dessus à le Code de Kervegen et le reste à monter au sommet des montagnes aux affranchis. Et donc la décision est prise de vendre les terrains de l'étang salé pour payer les frais des avocats. Cet épilogue, qui arrive 16 ans après son décès, assure la jouissance paisible des biens laissés par la fosse à ses affranchis. Une fois de plus, il se signale par une singulière bienveillance envers celle-ci, qu'il semble traiter de la même manière que ses héritiers légitimes. Les actes tendraient même à montrer qu'il manifeste même de la commisération pour ses esclaves. Mais, là encore, la consultation des minutes notariales sur l'ensemble de la période esclavagiste prouve amplement qu'il n'est pas le seul à faire profiter dans les mêmes conditions ses esclaves de ses libéralités. Aussi, conviendrait-il de penser que le curé Lafosse a pu apparaître, sans doute à raison, comme un personnage progressiste. Ses prises de possession, au début de la période révolutionnaire, ont été autant véhémentes qu'humanistes. La tradition s'est approprié sa mémoire, mais il est aussi resté un homme de son temps. Pour lui, il n'y a pas eu de contradiction à revendiquer la liberté des esclaves et à en posséder soi-même comme seule source de travail disponible. Ici, une piste de réflexion et de recherche est initiée. Il reste très probablement à faire d'amples recherches à propos de ce personnage. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.